Burkina Faso a marqué le 4 août dernier le 37e anniversaire de la révolution burkinabé conduite par Thomas Sankara. Dans ce numéro de Surface de Vérité, je reçois pour vous un homme passionné de l'écriture, un homme passionné de Thomas Sankara. Il a son actif une dizaine d'ouvrages dont le plus récent justement porte sur le leader de la révolution burkinabé. Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique ou le repère d'une génération, c'est le titre de l'ouvrage. L'auteur, c'est bien sûr Adama Amadé Sigiré, qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir, monsieur Sigiré. Bonsoir, monsieur Guébré. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi que je suis content. Vous êtes consultant en relations humaines, c'est bien ça? Oui, effectivement. C'est quoi le travail d'un consultant en relations humaines? Le travail d'un consultant en relations humaines, c'est-à-dire que dans cette société, les gens vivent beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir seulement parce qu'ils ne savent pas comment tisser les relations avec d'autres personnes. Voilà, c'est un peu de la communication, mais c'est aussi un savoir-faire et puis un savoir-être. Donc c'est dans ce domaine-là que nous essayons d'aider des personnes pour qu'ils comprennent mieux la société, pour qu'ils puissent savoir améliorer les relations avec les hommes et les femmes. Plus vous améliorez vos relations avec les hommes et les femmes, plus vous avez la chance de vous en sortir. Et le Burkinabé a besoin véritablement de cette science aujourd'hui? Oui, le Burkinabé a besoin de ça. Quand vous regardez les jeunes, parce que nous partons à l'école, nous avons des diplômes, bac, licence, master, même le doctorat. Mais généralement, quand vous regardez comment les gens vivent, les gens ne maîtrisent pas les relations humaines. Les relations humaines, c'est très, très important. C'est très important. Les Burkinabés ont besoin de comprendre les relations humaines pour pouvoir améliorer les relations avec les autres. C'est assez important. D'accord. Une dizaine d'ouvrages, je l'ai dit, hein? Oui, effectivement, une dizaine d'ouvrages. J'ai commencé ma carrière d'écrivain en 2002, et après avoir quitté la fonction publique, et à ce jour, je suis à 10 œuvres que j'ai eu à mettre sur le marché. Parfois, on dit écriture trop facile quand même, non, pour la nouvelle génération d'écrivains? Oui, pas assez facile, c'est tout un sacrifice, c'est un sacerdoce, c'est aussi une passion. Et moi, j'ai eu cette passion-là depuis que j'étais au collège, je voulais écrire, et c'est quelque chose que j'ai réalisé avec beaucoup de plaisir. Oui, on dit que les jeunes, de plus en plus, écrivent trop facilement. C'est dit qu'il n'y a pas de consistance, ce n'est pas une plume qui alerte, qui accroche forcément. Oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle et non pas au XIXe ni au XVIIIe siècle. L'écriture doit répondre à un contexte, l'écriture doit répondre aux besoins d'une société. Aujourd'hui, ce n'est pas le français classique. Moi, je dis que je ne fais pas de la littérature classique, je fais de la littérature populaire. Les gens ont besoin de quelque chose qui les intéresse. Ils n'ont pas besoin de la langue de Molière avec ses phrases bien savantes. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce que ce que vous écrivez, ça répond aux besoins, au contexte de votre société? C'est ça qui est important. Moi, franchement, la maîtrise de la langue française n'est pas tellement mon souci comme ça. La consistance, la matière, non. L'essentiel est que les lecteurs trouvent ce qu'ils veulent dans vos livres. Et moi, j'espère que si j'ai pu écrire 10 livres et vendre plus de 50 000 exemplaires, c'est parce que les gens trouvent ce qu'ils veulent dans mes œuvres. Ça marche bien pour vous? Bon, ça marche dans ce bien. Contexte où les réseaux sociaux, malheureusement, ont pris la place. Oui, effectivement, ça marche bien, c'est trop dit, mais je dirais que ça marche. Tout au moins, je ne regrette pas d'entamer cette carrière-là. Ça fait pratiquement une dizaine d'années. Les réseaux sociaux, c'est vrai, mais vous savez, même en Europe, où les gens utilisent les réseaux sociaux, les gens continuent de lire. Je pense que le livre aura toujours une grande place dans la société. Vous pensez? Parce que pour les jeunes, trop de textes, ça casse la tête. Oui, trop de textes, ça casse la tête, mais écoutez, comme moi j'aime dire, on pense toujours dans une langue. Il faut pouvoir penser. Pour développer une société, il faut pouvoir concevoir, il faut pouvoir penser. Et si vous ne pensez pas, vous allez concevoir quoi? Donc, ce sont les textes qui permettent de penser. Donc, c'est vrai, il y a des jeunes qui ont démissionné, mais il y a des jeunes qui savent que sans l'intelligence, on ne peut pas faire quelque chose dans ce monde-là. C'est archi faux. Écrivain professionnel, vous dites? Oui, effectivement, je suis un écrivain professionnel et je préfère qu'on m'appelle toujours un écrivain professionnel. C'est-à-dire? Parce que l'écriture, c'est toute ma passion et je suis venu avec une autre façon de faire, une autre façon d'écrire. Je n'écris pas pour faire plaisir à qui que ce soit, ni à des hommes politiques, ni à des groupuscules d'hommes. Je suis engagé pour ma société, je suis engagé pour mon pays, pour ma nation. C'est ce que je fais et je le fais avec toute ma conscience, toute la rigueur possible. Voilà pourquoi je dis que je suis un écrivain professionnel et je me définis comme tel et je voudrais que les gens m'appellent comme ça. Et ça s'oppose à quoi, écrivain amateur? Non, ça s'oppose à écrivain amateur. Il y a des gens qui font du dilettantisme parce qu'on a fait une belle carrière de 30 ans dans la fonction publique, on a de l'expérience et puis on écrit un livre. Ou bien parce qu'on a rêvé juste d'écrire un livre, on écrit et puis bon, on se cache quelque part et puis c'est fini. Ou bien souvent il y a des écrivains occasionnels. Voilà, un événement est venu, on pense qu'on a du charisme, on peut écrire pour se faire de l'argent, on écrit et puis on se fait. Du reste, on a vu des gens qui l'ont fait au Burkina Faso. Donc je ne suis pas ces gens d'écrivains-là, je ne voudrais pas ressembler à ces gens de personnes. Pour moi, l'écriture, c'est un engagement, c'est une passion, c'est un sacerdoce et je le vois comme ça. Et c'est une profession? Oui, c'est une profession. Et vous moi, vivez de ça? Oui, je vis de ça. Je vis de ça et je vis mieux. En tout cas, je ne pense pas que je suis misérable. Voilà. Au BBDA, vous touchez des droits? Oui, au BBDA, non. Moi, je ne compte pas sur le BBDA parce que mes droits que le BBDA me donne ne me permettent pas de vivre. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'admirent beaucoup. J'ai beaucoup de lecteurs au Burkina Faso, en Europe. Voilà, il y a des gens qui m'apprécient beaucoup. Il y a des gens qui me font même des dons et c'est assez intéressant, cette profession-là. Vous avez écrit sur Blaise Compaoré.
Oui, effectivement, j'ai écrit sur Blaise Compaoré. Aujourd'hui, vous écrivez sur Thomas Sankara. Écrit sur des présidents, c'est une approche chez vous? Oh oui, effectivement, non, j'écris sur des gens qui ont marqué le Burkina Faso. Blaise Compaoré a marqué le Burkina Faso de la mauvaise manière. Thomas Sankara a marqué le Burkina Faso de la bonne manière. Donc, j'ai écrit sur Blaise Compaoré. Je ne pensais pas écrire sur Thomas Sankara, mais bon, voilà. L'écrivain aussi répond à des circonstances et voilà pourquoi j'ai écrit sur Thomas Sankara. Parlons donc de ce livre, Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique ou le repère d'une génération. Écrit sur Sankara, encore une approche mercantile, non? Non, 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 pas du tout, M. Guébré. Non, 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 moi je suis au-dessus de l'argent. Je ne pense pas qu'on peut facilement me corrompre. Sankara, ça fait recette. Oui, Sankara, ça fait des recettes, vous le dites, on nous le dit chaque jour. Non, mais non, je n'écris pas pour me faire des recettes. J'écris parce que c'est un homme que j'admire beaucoup, je l'ai toujours admiré, je l'ai toujours aimé. J'ai lu beaucoup d'œuvres sur Thomas Sankara, j'ai su beaucoup de films. Bref, c'est mon repère, c'est presque mon seul repère au Burkina Faso. Voilà, comme il y a des gens qui écrivent pour le vilipender, on a trouvé que c'était un devoir. En tant que fils légitime, un fils légitime est digne de défendre toujours son père. Quand un fils n'est pas capable de défendre son père, je crois qu'il n'est pas assez digne d'être le fils. Pourquoi vous dites des gens qui écrivent pour le vilipender? Est-ce que vous refusez leur version des faits de l'histoire? C'est aussi des gens qui ont vécu l'histoire et qui racontent leur part de vérité. Non, ce n'est pas parce que vous avez vécu l'histoire que vous êtes maître de l'histoire. Non, non, non. Nul n'est maître de l'histoire. L'histoire, chacun peut aussi souvent l'inventer. Vous pouvez vivre une histoire, mais vous pouvez aussi inventer votre histoire. Donc, nous estimons qu'il y a des écrits qui ne sont pas dignes de cela. Il y a des écrits qui ressemblent plus à de la délation, pour ne pas dire de mensonge. Et nous estimons que nous aussi, nous avons assez lu, nous sommes assez intelligents et nous pouvons donner une autre lecture. C'est ce que nous faisons. Pourquoi, pour beaucoup de Burkinabés ou beaucoup de partisans de Thomas Sankara, c'est difficile d'accepter un autre son de cloche sur l'homme? Non, on ne refuse pas un autre son de cloche. On ne refuse pas un autre son de cloche. Mais chaque fois que les gens disent des sons de cloche qui ressemblent plus à de mensonges, à de la délation, nous allons nous aussi donner un autre son de cloche. Et nous sommes dans un débat d'idées. Nous ne disons pas que Sankara est un saint ni un prophète. Mais quand on veut le jeter en pâture, mentir sur lui, nous aussi nous sommes là en tant que dix fils pour donner notre lecture des choses. Sankara, pour vous, c'est presque une obsession. Qu'est-ce qui vous fascine chez l'homme? Non, pas une obsession, c'est une référence, c'est un repère. Ce qui nous fascine chez l'homme, c'est d'abord son patriotisme, son sens de l'engagement, du dynamisme. Vous voyez, le cadre où j'étais au mémorial Thomas Sankara et j'ai suivi un reportage de chef Théophile Balima sur Thomas Sankara. Sankara était exceptionnel, il est unique en son genre. Donc, il est pour nous un repère, une référence et voilà, nous voulons toujours nous référer à ce monsieur-là. Messie de l'Afrique. On en fait trop quand même. Non, on n'en fait pas trop, M. Guébré. Voilà, Sankara est presque un messie. Ça dépend peut-être de comment vous... Nous n'avons pas dit qu'il est un envoyé de Dieu, peut-être, mais il n'est pas loin d'être cela. Sankara était venu pour sauver toute l'Afrique, pas seulement le Burkina. Il avait une vision originale et originelle. Voilà, et il voulait sortir des sentiers battus. Sankara, peut-être en dehors de Nkrumah et de Lumumba, voilà, Sankara n'a pas... Rares sont ces gens-là qui ont pu faire ce que Sankara a fait. Donc, il est pratiquement un messie. Les messies sont des gens qui sortent de l'ordinaire. Sankara est sorti de l'ordinaire. Vous savez que l'homme n'aime pas le culte de la personnalité. Oh, oui, Sankara même n'aimait pas le culte de la personnalité. Lui-même de son vivant, il n'aimait pas ça. Mais comme aujourd'hui, il n'est pas là, voilà, nous, on le prophétise presque, voilà, parce que toutes les nations, ce n'est pas seulement nous qui il n'aimerait pas ça, justement. Oui, il n'aimerait pas ça de son vivant, mais aujourd'hui, le problème est qu'il n'est pas là. Peut-être Charles de Gaulle de son vivant n'aurait pas voulu que les Français le prophétisent ainsi. Mais aujourd'hui, Charles de Gaulle, c'est presque un prophète, un messie pour les Français. Thomas Sankara, c'est quand même... comme on l'a dit dans le livre, un paquet de projets, de conviction, de foi en un avenir meilleur. Thomas Sankara, pour vous, justement, il était un véritable existentialiste. Thomas Sankara était un existentialiste. Thomas Sankara était loin d'être un idéaliste. C'est-à-dire, il connaissait sa société, il avait parcouru presque tout le Burkina Faso. Ce n'était pas un bourgeois de Ouagadougou qui vivait dans une résidence conçue quelque part. Sankara était un homme qui avait une vision existentialiste parce qu'il connaissait d'abord le pays. Quand vous connaissez le pays, quand vous connaissez la réalité de la société, quand vous connaissez comment les gens vivent, vous êtes mieux placé pour les défendre. Et Sankara était cet homme-là. Il était un homme de terrain, il n'était pas seulement ce militariste comme j'aime le dire, qui se bande les muscles. Non, non, non. Sankara était un militaire assez intelligent qui connaissait son pays et qui avait un projet pour son pays. Qui refusait surtout la résignation, qui refusait la fatalité. C'est cela la vision des existentialistes. Et j'en suis un. Et comment ça se fait qu'il est de cette société, il connaît cette société,
Mais les autres aussi, qu'est-ce qui fait la différence finalement? Les autres, c'est que Sankara connaissait cette société, mais il était aussi assez patriote. Ce qui manque peut-être, ou bien ce qui a manqué peut-être aux autres, c'est ce patriotisme-là. Vous pouvez connaître les réalités de la vie, connaître les réalités de la société, mais vous êtes un homme de mauvaise volonté, vous êtes assez méchant. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent presque tout le Burkina Faso, mais qui ne sont pas de bonne volonté, qui sont méchants, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Sankara connaissait les réalités du Burkina Faso et il voulait agir pour les Burkinabés. C'est ça qui était exceptionnel. Alors, un bâtisseur d'hommes, hein, quand même, Thomas Sankara. Oui, il a travaillé sur l'homme en tant que condensé de valeurs. Oui, effectivement, parce que Sankara était assez réaliste. Il savait que la première richesse d'un pays, ce sont les ressources humaines. Voilà, vous aurez beau construire, vous aurez beau tout faire, mais c'est comme un papa. Il y a des gens qui passent leur temps à vouloir construire dans tout. Voilà. Mais si vous avez des fils qui ne valent rien, qui n'ont pas réussi, deux mois après votre décès, ils vont tout vendre. Sankara a compris que la première ressource, c'est l'homme. Il faut mettre l'accent sur l'homme, il faut mettre l'accent sur la formation de l'homme. Former des hommes honnêtes, former des hommes patriotes, former des hommes qui veulent le développement de la nation. Et ainsi, tout le reste, ça vient naturellement. Aujourd'hui, c'est la vision contraire que les autres ont adoptée. Et pourtant, aujourd'hui, on parle aussi de capital humain. Non, mais on parle de capital humain, mais on ne valorise pas ce capital-là. C'est juste des discours politiques qu'on fait tous les jours. Et nous avons assez de ces discours-là. Est-ce que justement, la différence, ce n'est pas parce que Sankara, comme je l'ai dit, a d'abord travaillé sur l'homme en tant qu'humain, être doté de valeurs avant ces questions de formation, de science, de savoir, etc. Oui, effectivement, Sankara a pris l'homme comme d'abord un être de valeur. Effectivement, l'homme est un être de valeur, l'homme est un être moral. L'homme est la créature de façon exceptionnelle que Dieu a créée sur la terre et qui peut vraiment se développer si vraiment il est bien formé. Sankara a très bien compris cela en mettant l'accent d'abord sur l'homme. Plus vous avez des hommes qui ont des valeurs morales, plus vous avez des hommes qui sont honnêtes et dignes dans une nation, plus cette nation a la chance d'aller de l'avant. Plus vous avez des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas patriotes, plus vous aurez beau faire sur le plan matériel, vous sentez que c'est du gâchis. Ça n'avance pas. Et il a dit le pays des hommes intègres. Oui, voilà pourquoi il a dit le pays des hommes intègres. Et Sankara voulait franchement des hommes intègres, des hommes qui aiment les nations. Et toutes les nations qui sont développées sont parties de cela. Quand vous causez avec un Américain, il passe son temps à dire les États-Unis. Les Français aiment leur pays. Moi, j'ai une amie suissesse, mais quand vous causez avec lui, souvent ça devient redondant. La Suisse. Mais le Burkinabé n'est pas assez fier du Burkina Faso. Voilà, c'est ça le problème. Sankara a compris qu'il faut d'abord former des hommes qui aiment leur pays. Quand les hommes aiment leur pays, le reste, ça vient. Alors, Sankara aussi, c'est le renoncement au profit du groupe, le commun, l'exemplarité. L'exemplarité. Et c'est en cela que j'ai beaucoup admiré l'homme. Quand je le suis, la dernière fois, quand je suivais le documentaire, c'est cela Sankara. Il était au-dessus des intérêts égoïstes, au-dessus des intérêts mesquins. Il voulait chaque fois mettre le groupe devant. Et dans tout ce qu'il faisait, c'est pour l'intérêt du groupe. Dans tout ce que Sankara entreprenait, ce n'était pas pour lui-même. C'était pour la société, c'était pour le Burkina Faso. Et c'est cette vision aujourd'hui qui manque. Donc il va de soi que nous fassions toujours de ce monsieur-là notre repère. Le renoncement, c'est difficile. Oui, c'est assez difficile, M. Guébré, mais il nous faut des hommes qui renoncent pour la société. Même dans une famille, pour que les choses marchent, il faut que quelqu'un ait ce sens-là et que quelqu'un comprenne dans la famille que je dois renoncer à certaines choses, à certaines valeurs bourgeoises pour pouvoir satisfaire les petits frères, les cousins et les tantes. Quand vous ne pensez qu'à vous-même, c'est un peu difficile. Le renoncement, il est difficile, mais pour que les choses avancent, il faut qu'il y ait des gens qui puissent le faire. Vivre dans la simplicité. Oui, vivre dans la simplicité. Et moi, j'aime cette vie et j'admire les gens qui arrivent à vivre comme ça. Vous savez, on n'a pas besoin de tout ce matériel, de toutes ces grandes choses pour être heureux. Le bonheur, c'est avant tout d'abord un concept. C'est une façon de voir les choses de façon intérieure, en soi-même. Et c'est ce que Sankara avait compris. Aujourd'hui, on a plus de matériel, on roule avec des voitures, des V8, on a pratiquement tout. Mais moi, quand je circule à Ouaga, c'est la misère que je vois au quotidien. Ouaga est une ville très misérable. Sankara, c'est, comme vous l'avez dit aussi, le pragmatisme. Le pragmatisme. Et moi, j'aime le pragmatisme. Je disais, la dernière fois, j'avais fait un commentaire où je disais, quand Sankara marche, mais vous savez que c'est un homme très pragmatique. Sa façon de marcher, il ne traîne pas les pas. Mais aujourd'hui, comme j'aime dire, à Kossiam, le pas est très lent. Et le pas est très lent. Et quand vous marchez lentement, ça signifie beaucoup de choses. Sankara était très pragmatique. Il ne remettait pas à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Et moi, j'aime cette vision des choses. Du reste, j'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui... Voilà, quand je côtoie quelqu'un qui n'est pas pragmatique, qui n'agit pas à temps, qui est assez lent, moi, ça ne me plaît pas. Sankara était très pragmatique. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, il le fait. Ce qu'il peut faire demain, il le fait. Et il n'attend pas de l'argent. Si aujourd'hui, il a 500 francs, il travaille avec 500 francs. Si demain, il a 1000 francs, il travaille avec 1000 francs. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attentisme.
Travailler avec les moyens qu'on a. Travailler avec les moyens qu'on a. Et les ressources qu'on a. Et les ressources qu'on a. Et moi, j'aime le dire aux jeunes. Quand moi j'ai quitté la fonction publique, j'ai quitté avec un compte rouge. Je n'avais même pas 5 francs. Ça fait 10 années comme ça. Je n'avais même pas 5 francs. Quand j'ai lancé mon premier livre à Bobo de la Chaux, je l'ai lancé avec quelque chose de 175 000 francs, une somme de 175 000 francs que j'ai emprunté avec 4 amis. Pour commencer mon premier livre, Les Folies de l'adolescence, si j'attendais que quelqu'un me donne de l'argent, aujourd'hui je n'allais pas être à 10 livres et puis aujourd'hui partout au Burkina, on parle d'Adama Abadé Sigré. J'aime ce pragmatisme-là. C'est une idéologie, c'est une vision. Ce n'est pas donné à des hommes qui ne sont pas assez Justement, être pragmatique, c'est parce qu'on a une vision. Oui, c'est parce qu'on a une vision. C'est parce qu'on a une vision. Voilà, les hommes pragmatiques sont des gens qui ont de la vision et qui veulent aller de l'avant. Ils n'attendent jamais. Quand moi je me lève chaque jour, quand je veux faire quelque chose, je commence. Souvent même j'entends des choses avec pratiquement rien. Mon épouse me demande, mais est-ce que tu vas pouvoir tenir? Souvent elle me demande, mais est-ce que vraiment ce que tu es en train de faire, tenir? Je dis, mais jusqu'à preuve du contraire, ce que j'ai entrepris, j'ai souffert, mais avec le temps je suis arrivé. Donc je n'attends jamais quelque chose. Je demande de l'aide, mais quand l'aide ne vient pas, je commence avec ce que j'ai. Le repère, c'est aussi ça, c'est-à-dire avoir soi-même un repère dans la vie, savoir où on va. Oui, savoir où on va. D'abord, voilà, avant d'être un repère. Avant d'être un repère, Sankara savait où il allait. Quand tu vois Sankara marcher chaque jour, il sait où il allait. Lors du Conseil des ministres, les décisions étaient prises de façon instantanée. Voilà, on savait où l'on voulait aller. On avait des projets pour 2 mois, 3 mois, 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas cela. Quand je regarde, souvent je me demande, le Burkina va où? On est à la tête d'un État, mais on ne sait même pas où on va, vers où on conduit le pays. Les gens aujourd'hui ne savent pas où ils veulent aller. Voilà pourquoi ils sont là. Moi, je suis enseignant, quand souvent j'arrive, je dépose ma voiture, mais je cours pour monter les escaliers. Un jour, une jeune fille m'a demandé, mais monsieur, pourquoi chaque fois vous courez? Je dis, mais écoutez, moi je poursuis le temps. Je sais où je veux aller, j'ai d'autres choses à faire. Mais aujourd'hui, même les jeunes marchent s'entraîner les pas. Des jeunes de 20 ans marchent s'entraîner les pas. Ça veut dire quoi? On ne sait pas où on veut aller et c'est regrettable. Quand on vit dans une société, on connaît ses problèmes, on n'a pas besoin de beaucoup d'études pour savoir ce que veut le peuple. Non, on n'a pas besoin aujourd'hui. Moi, j'aime dire aux jeunes, on n'a pas besoin aujourd'hui. Beaucoup d'études. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de rapports, on n'a pas besoin de master, de licence, de quoi, de rapports pour pouvoir concevoir des projets de développement. Voilà, il faut être pragmatique. Quand vous êtes à Ouaga, moi j'ai parcouru presque toutes les 45 provinces du Burkina Faso. Je sais ce qui manque au Burkina Faso. On n'a pas besoin de colloques, de quoi, comme ce que les gens font aujourd'hui pour pouvoir concevoir des symposiums, de fourrés en point fini, juste pour se partager de l'argent. Et quand vous critiquez ça, on vous dit que vous êtes aigris. Loin de là, nous ne sommes pas des aigris. Nous sommes des visionnaires et nous disons qu'il faut une vision pragmatique, une vision existentialiste pour le développement du Burkina Faso. C'est cette vision que nous prenons. En somme, c'était un homme d'État. Oui, Sankara était un homme d'État. Comme disait le président égyptien Nasser, je crois, et il était vraiment un homme d'État. Et l'homme d'État, c'est celui qui songe aux futures générations, ce n'est pas celui qui songe aux futures élections législatives ou présidentielles comme le combat que les gens sont en train de faire aujourd'hui sur le terrain. Et c'est vraiment un combat qui n'est pas assez intéressant. Et c'est cette somme de valeurs qui a permis à l'homme justement de réaliser beaucoup de choses. C'est cette somme de valeurs qui a permis à Thomas Sankara de réaliser en 4 ans ce que Thomas Sankara qui a permis à Sankara de réaliser en 4 ans ce que Blaise Compaoré et Roch-Marc Christian Kaboré n'ont pas pu réaliser en plus de 30 ans. Peut-être aussi parce qu'il était dans un régime d'exception. Non, pas parce qu'il était dans un régime d'exception, parce qu'il était assez intelligent, il était pragmatique et visionnaire, il savait où il voulait aller et puis il aimait son peuple. Même dans la démocratie, on peut faire des grandes choses. Des gens sont dans la démocratie, mais ils font des grandes choses. Personnellement, je ne pense pas que la démocratie soit véritablement un obstacle au développement. Ce sont les hommes qui sont plutôt des obstacles au développement. Avec toutes ces questions de droits humains et Oui, les droits humains n'empêchent pas le développement. Si vous avez de la vision, les droits humains n'empêchent pas. Voilà, oui, de liberté, tout cela, la preuve est qu'il y a des pays qui font exception. Il y a des choses qui se décidaient justement. Oh oui, même aujourd'hui, on peut toujours décider. Les États-Unis, ce sont les États-Unis qui prônent les droits humains, mais Trump décide de certaines choses, sans tenir compte de certaines décisions. Aujourd'hui, on va vous sortir des textes tout de suite. Mais on vous sortira des textes, on vous bat en brèche, mais vous avancez quand même. Et c'est comme ça que les grandes nations avancent, c'est comme ça que les grands hommes avancent. On ne peut pas avancer en voulant satisfaire tout le monde, en voulant écouter tout le monde. Celui qui se lève le matin, qui écoute tout le monde, c'est celui qui n'a rien à faire. Quand moi je me lève le matin, je ne passe pas mon temps à écouter tout le monde. Voilà, souvent même pour répondre à mes messages, même c'est tout un problème. Souvent c'est le matin ou bien la nuit que je m'assois pour répondre. Vous pouvez m'appeler plus de 10 fois sans m'avoir au téléphone. Parce que je suis occupé, je sais ce que je vais faire. Je ne peux pas passer mon temps à écouter tout le monde. D'accord. Alors, parlons aujourd'hui de gouvernance. De Sankara à Kaboré aujourd'hui. La pratique du sankarisme aujourd'hui, comment vous voyez? Puisqu'il y a des continuateurs de l'œuvre de Sankara. Et qui?
Il y a des continuateurs de l'œuvre de Sankara aujourd'hui. Comment vous jugez la pratique de l'œuvre de Sankara? Non, je pense qu'il n'y a pas des gens qui continuent aujourd'hui avec l'œuvre de Sankara. L'œuvre de Sankara a complètement disparu avec la mort de Thomas Sankara après 1987. Dans la société civile, dans les partis politiques, dans les partis politiques, non, Sankara. Sankara, ce n'était pas un mot. Sankara, ce n'était pas un mot, ce n'est pas se réclamer de Thomas Sankara, c'est mettre en œuvre ce que Thomas Sankara voulait. Et moi, je ne vois pas aujourd'hui vraiment des partis politiques qui arrivent réellement à continuer avec l'idéologie, la vision de Thomas Sankara. C'est vraiment autre chose que je vois. Vous pensez? Oui, je le pense bien. Ouais. C'est autre chose que je vois. Parce que Sankara, ce n'était pas des mots, Sankara, ce n'était pas des phrases et des discours. Sankara, c'était une vision. Voilà, c'était une volonté de faire. C'était pragmatique et on voyait ce qu'on faisait. Il ne s'agit pas aujourd'hui de baptiser une université Thomas Sankara. Non, peut-être que Sankara ne veut même pas de se baptiser. Puisque dans votre livre, vous parlez de repère d'une génération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire que Sankara a cessé d'être un repère? Non, je n'ai pas dit que Sankara a cessé d'être un repère, mais nous, aujourd'hui, on tente de faire revivre Sankara. Oui, au niveau de la société civile, on tente, mais nous-mêmes, je l'avoue, nous-mêmes, nous avons toutes les difficultés à incarner les valeurs de Thomas Sankara. Mais il est toujours pour nous un repère, parce que si nous cessons de nous repérer à Thomas Sankara, pratiquement, nous-mêmes, on se perd, on ne va pas savoir où nous voulons aller. Mais cela ne veut pas dire que réellement, nous-mêmes, nous arrivons à incarner les valeurs de Thomas Sankara. Que ce soit au niveau de la société civile, il y a assez de corruption, assez de mensonges, assez d'égoïsme, assez de méchanceté. Moi, je côtoie ces hommes-là, je les connais assez mieux, la société civile au Burkina Faso, je les connais assez. Sankara partout, Sankara nulle part, dirait l'autre. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses-là. Sankara est mort, mais nous tentons de faire revivre l'idéologie de Thomas Sankara. C'est difficile, c'est un combat, mais Sankara reste pour nous un repère et nous pensons que tôt ou tard, nous allons... Vous savez, notre jeunesse a été victime de beaucoup de mots. Hein. Notre jeunesse a été victime de beaucoup de mots. Moi, je suis de cette jeunesse, on nous a appris seulement à voler, à tricher, à mentir, voilà, à bouffer de l'argent, à ne pas travailler. Donc, quand on vous éduque avec... D'ailleurs, nous n'avons même pas été éduqués. Quand vous grandissez dans ce contexte social où le mensonge, la trahison, vous vivez dans toutes ces réalités, ce n'est pas facile aussi d'être droit. Hein. Moi, je pense que nous-mêmes, c'est un effort que nous faisons. Sinon, nous aurons dû être des voleurs et des délinquants, des gens qui passent le temps à détourner. Ils sont nombreux qui le font. Malheureusement, c'est là aussi, Sankara, c'est la volonté et l'acte qui suit. Oui, c'est la volonté. Les paroles et les actes. Voilà, après, ça sert à quoi de discourir sur Thomas Sankara quand on n'est pas capable, justement, dans les actes de se comporter en Sankara? C'est ce que je suis en train de dire. La société, c'est comme un moule. Et vous êtes moulé par la société. Le problème de la société... Mais Sankara, c'est aussi la transgression. Sankara est venu trouver un système, mais il faut reconnaître que Sankara n'a pas été éduqué avec les mêmes valeurs que nous. Nous avons été éduqués dans une société où tout ce que nous montre, c'est pratiquement de la pourriture. On ne nous a pas appris des valeurs. Vous voyez? Et comment déconstruire justement Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est le travail que nous menons. Par exemple, aujourd'hui, un jeune qui ne veut pas se laisser corrompre, un jeune qui ne veut pas, les choses de façon facile, un jeune qui veut se battre honnêtement et dignement pour avoir pour lui-même. C'est compliqué parce qu'il n'est pas né dans une société qui prône ses valeurs. Voilà pourquoi nous trouvons que Sankara est un repère et nous allons nous repérer à ces valeurs-là que Sankara cultivait pour demander aux jeunes, vivons comme Thomas Sankara, essayons de nous repérer à Thomas Sankara et nous allons voir que dans 15 années, dans 20 années, le Burkina Faso se porterait mieux. Regardez dans la classe politique, ce sont pratiquement ceux qui décident aujourd'hui, ils sont de la même génération que Thomas Sankara. Ça veut dire qu'ils ont été éduqués avec d'autres valeurs, mais malheureusement, dans la pratique, oui, ils ont été éduqués avec d'autres valeurs, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Thomas Sankara, on n'a pas pérennisé ces valeurs. Voilà, la pourriture qu'on voit aujourd'hui, c'est parce qu'après le départ de Thomas Sankara, il n'y a pas eu quelqu'un pour pouvoir pérenniser ces valeurs-là. Vous voyez, si après Thomas Sankara, Blaise Compaoré qui était venu avait essayé de pérenniser ces valeurs, mais l'être humain n'est pas droit sur toute la ligne. Vous pouvez être très bien éduqué, mais si on vous envoie dans un milieu corrompu, vous devenez corrompu. Vous pouvez être très bien éduqué de façon humble, mais si on vous envoie dans un milieu où les gens sont arrogants, les gens sont méchants, vous devenez vous aussi arrogant et méchant. Voilà pourquoi moi je dis aux jeunes de ne pas suivre les gens qui sont méchants et arrogants, de ne pas suivre des gens qui n'ont pas de vision, qui ne veulent pas aller très loin. Plus vous êtes dans un groupe, les gens ont de la vision, les gens sont sociables, les gens ont le sens de l'amour et du partage. Plus vous, même si vous êtes méchant, avec le temps, vous apprenez à côtoyer ces gens et vous apprenez à devenir comme eux. Mais si vous côtoyez des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'échange, de partage, mais vous devenez comme eux. C'est ce qui s'est passé ici au Burkina Faso après la mort de Thomas Sankara. Est-ce que finalement Sankara n'était pas seul à courir à sa chose parce qu'il y avait comme une forme d'hypocrisie autour de lui, même sous la Révolution? Parce que dès qu'il est parti, on a vu que tout de suite, il y a eu
Vous avez parfaitement raison, M. Guébré. Moi-même, je suis de ceux qui pensent que Sankara était pratiquement le seul révolutionnaire de la Révolution. En tout cas, il croyait vraiment en ce qu'il faisait, il avait ce dynamisme-là. Mais aujourd'hui, quand j'analyse, je me dis aussi qu'il y a d'autres personnes qui étaient avec Sankara, qui étaient convaincues de la vision de Sankara, qui étaient droits, qui étaient amoureux, qui étaient du travail et qui étaient vraiment des patriotes. Le problème, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, le problème est que ces gens qui étaient droits avec Sankara, quand Sankara est parti, on a tout fait pour les corrompre. Et l'être humain, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand on fait tout pour vous corrompre, vous pouvez résister à un certain moment. Mais il y a des gens, avec le temps, qui ont fini par tomber dans, dans cette corruption. Oui, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas pu tenir. Il y a des gens qui n'ont pas pu tenir. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut une société de vertu. C'est qu'ils ne croyaient pas véritablement... Non, ils ne croyaient pas. Je ne peux pas dire qu'ils ne croyaient pas véritablement. Ils croyaient, mais la société elle-même corrompt l'homme. Plus vous êtes dans une société vicieuse, plus avec le temps, vous risquez d'être vous aussi vicieux. Le problème, c'est ça. Voilà pourquoi il faut d'abord une société de vertu, une société de valeurs morales. Plus vous vivez dans une société, imaginez la corruption. Si par exemple, quelqu'un prend de l'argent, on l'envoie en prison. Demain, quelqu'un prend, on l'envoie en prison. Mais ceux qui voudraient se laisser corrompre, après demain, ne vont pas le faire. Mais s'il y a la corruption partout de gauche à droite, comme ce qu'on voit aujourd'hui, les gens détournent l'argent de l'État, des millions, des milliards, et puis pratiquement, ils ne sont pas inquiétés. Ou bien on les attrape, on va emprisonner à la Mako en 2 mois, 3 mois, on les libère, ils sont là, ils circulent à Ouaga, avec de grosses voitures, puis ils narquent tout le monde. Mais bref, les gens se disent que, mais voilà, il n'y a rien de dangereux. C'est pratiquement comme ça l'éducation. Même votre enfant à la maison, s'il fait quelque chose, vous le tapez aujourd'hui, vous le tapez demain, mais après demain, il ne le fait pas. Mais s'il fait de mauvaises choses, vous êtes là et puis vous ne dites rien, ou bien seulement vous parlez et puis vous laissez partir, mais demain, il le fait. C'est comme ça la société. La société elle-même corrompt l'homme. Qu'est-ce qui reste des valeurs sankaristes aujourd'hui? Ce qui reste des valeurs sankaristes aujourd'hui, franchement, je ne vois pratiquement pas rien parce que la société burkinabé, c'est pratiquement une pourriture. Que ce soit dans le domaine administratif, dans le domaine politique et même dans le domaine social. Si vous voyez aujourd'hui les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, vous comprenez que les jeunes n'ont plus de repères. Le niveau de conscience des Burkinabés est très faible. Chez moi, vous notez aujourd'hui le niveau de conscience des Burkinabés, ça dépasse 2 sur 10. Le niveau de conscience des Burkinabés est très faible. Voilà. Et c'est voilà pourquoi nous avons dit qu'il faudrait des gens, ne serait-ce que quelques personnes, qui veulent porter aujourd'hui l'idéal sankariste. Aujourd'hui, c'est devenu un idéal. Dans l'espoir que dans quelques années, nous allons pouvoir faire renaître ces valeurs-là et faire renaître les valeurs de la société burkinabé et permettre à la société d'aller de l'avant. Sinon, pour le moment, franchement, c'est regrettable. Et comment y arriver? Comment y arriver, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers d'abord les livres que nous écrivons, à travers des conférences que nous organisons, en montrant nous-mêmes d'abord que nous aimons assez les gens et que nous nous battons assez pour notre pays. Il faut peut-être qu'on commence par enseigner l'homme dans nos Oui, effectivement, écoles. mais malheureusement, au niveau du levier de l'éducation, nous n'avons pas un pouvoir parce que l'éducation appartient à ceux qui ont le pouvoir politique. Et c'est pour cela aussi que je pense qu'avec le temps, il faudrait aussi peut-être qu'on quitte aussi ces terrains de conférence-là, peut-être nous-mêmes pour nous engager et donner une autre vision politique au Burkina Faso. S'engager en politique, vous voulez dire? Oui, pourquoi pas. Ça va arriver. Oui, peut-être que ça arriverait un jour, comme moi j'aime dire, parce que nous sommes en train de comprendre que nos écrits, nos discours, nos conférences ne changeront pas beaucoup de choses au Burkina Faso. Sankara n'était pas celui qui tournait dans tout le pays pour faire des conférences. Sankara a pris le levier politique. Sankara a su à un certain moment que c'est la politique qui manœuvre l'économie et le social. Et si vous avez le pouvoir politique, vous pouvez tout manœuvrer. Si vous n'avez pas le pouvoir politique, vous parlez, mais les gens ne vous écoutent pas. Sankara a pris le pouvoir par les armes. Ah, mais écoutez, ce n'est pas seulement au Burkina Faso qu'on a pris le pouvoir par des armes. Dans d'autres pays aussi, des gens ont pris le pouvoir par des armes. Je veux dire, vous savez, avoir le levier politique, peut-être par les armes, à l'époque des Sankara, c'était peut-être plus facile, mais aujourd'hui, on est dans un système... Non, nous n'avons jamais dit même que nous allons le faire. On est dans un système démocratique et vous savez que pour avoir les leviers de pouvoir, c'est beaucoup de choses. Hein? Oui, c'est compliqué, nous sommes conscients. On est dans une forme de plutocratie. Il faut avoir l'argent pour avoir les leviers de pouvoir. Il faut avoir l'argent, effectivement. Nous en sommes très conscients. Et tout cela, c'est quoi? C'est parce que le niveau de conscience est faible. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler à faire savoir aux gens que généralement, les riches même sont méchants. Parce que celui qui arrive plus vous arrivez à emmagasiner beaucoup, ça veut dire que souvent parce que vous n'avez pas le change de partage. Parce que dans un pays pauvre comme le Burkina Faso, si vous avez le change de partage, c'est souvent difficile même d'emmagasiner beaucoup. Oui, donc c'est pour faire comprendre aux gens que élire les hommes les plus riches, c'est choisir pour votre misère, c'est choisir pour votre pauvreté. Le riche n'est jamais satisfait de l'argent qu'on lui donne. Le riche a toujours la volonté d'emmagasiner. Il faut élire des gens qui aiment la nation, qui acceptent de vivre avec vous, qui acceptent de vivre de façon humble et qui sont patriotes, qui sont dignes, qui veulent que les choses bougent. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la conscientisation. Malheureusement, on est patriote quand on n'a pas le pouvoir. Une fois qu'on a le pouvoir... oui, non, effectivement, oui, souvent on le voit, mais moi je pense que ce n'est pas tout le monde, Je pense qu'encore il y a des gens dans ce pays-là. C'est cela aujourd'hui. Vous regardez la classe politique burkinabé, le peuple a du mal
à trouver ce repère. Effectivement, le peuple a du mal à trouver ce repère dans la classe politique burkinabé, parce que le repère même n'existe pas dans la classe politique burkinabé. N'existe pas? Oui, le repère n'existe pas, qui est un repère dans la classe politique burkinabé. Voilà pourquoi, moi, je viens la dernière fois, un jeune homme qui a dit que lui, il allait prendre sa carte d'électeur, mais maintenant, le problème, c'est qui voter. Effectivement, moi-même, je suis pratiquement dans la même situation. C'est qui voter en novembre 2020. Parce que pratiquement, on a l'impression, quand on voit la politique telle qu'elle se mène aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont les mêmes acteurs. Voilà, c'est la même façon de faire. Personne ne sort du lot, personne ne propose quelque chose d'extraordinaire qui enchante le peuple. Et c'est regrettable. Il faut alors peut-être aller vers ce changement générationnel. Il faut aller vers ce changement générationnel. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que ces hommes d'ailleurs même, ils ne peuvent rien proposer. Comment le déclencher, ce changement générationnel, quand les quelques rares jeunes qui ont le courage de s'engager sur la scène politique finissent par avoir les mêmes pratiques que les oui, anciens. effectivement, il y a des jeunes qui s'engagent et qui finissent par avoir les mêmes pratiques. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que c'est un travail encore qu'il faut faire. Et je suis de ceux qui pensent qu'avec le temps, on va en arriver. Les acteurs politiques sont assez vieux. Ils ont fait pratiquement près de 30 années sur la scène politique. Ces gens-là n'ont rien encore à prouver au peuple burkinabé. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut vraiment, dans les années à venir, trouver une nouvelle classe politique. Et voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que nous-mêmes, avec le temps, nous nous engagions, nous quittions nos conférences pour aller vers l'engagement politique. S'engager sur la scène politique, est-ce que nous sommes en train d'aller vers 2020? Est-ce que vous voyez déjà dans cette classe politique, avec les candidatures qui s'en est tout ça, est-ce que vous voyez une candidature révolutionnaire à l'horizon? Non, en 2020, pour le moment, je ne vois pas. Pour le moment, tous ceux qui se sont déclarés, tous ceux qui prétendent changer le Burkina ont pratiquement plus ou moins les mêmes programmes. Ce sont les gens d'une même génération qui voudraient se venger pratiquement les uns contre les autres, qui ne veulent pas aller de l'avant, qui sont trop attachés à leur ego, à leur égoïsme. Donc pour 2020, franchement, je n'ai pas un grand espoir. Mais je pense que 2020 pourrait être le début d'une solution. Si nous arrivons à renverser les choses en 2020, à partir de 2020, je crois qu'on pourrait avoir de l'espoir pour les années à venir. Merci, M. Adama Amadé Sigiré. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Vous êtes donc l'auteur du livre Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique, ou le repère d'une génération. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc encore une fois. Merci beaucoup et que Dieu vous accompagne. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de nous l'avoir suivi. Excellent suite de programme. Bonsoir.